Bienvenue dans Un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Aude. Alors on commence ce soir votre chronique avec la Syrie et la difficulté à couvrir ce conflit. Très difficile parce que les informations qui nous parviennent de Syrie sont parfois contradictoires, c'est difficile de retrouver la trace de telle ou telle image. En tout cas, il y a un article aujourd'hui qui a été remarqué par beaucoup, un article de Stephen Starr sur le site Foreign Policy qui évoque cette difficulté à couvrir ce conflit. Un article au titre explicite, The Fog of Civil War, le brouillard de la guerre civile. Selon lui, difficile de distinguer toutes les dimensions de cette guerre. En fait, pour lui, il y a une réalité qui est à peu près évidente. Beaucoup de Syriens ne soutiennent ni le régime ni la rébellion. Ils représentent, selon lui, la majorité silencieuse. Selon lui, le conflit est présenté souvent de façon beaucoup trop simpliste, avec les rebelles incarnant le bien d'un côté et Assad incarnant le mal absolu de l'autre, sans qu'on sache vraiment qui sont ces rebelles. L'idée commune veut pourtant que la majorité espère qu'Al-Assad quitte le pouvoir. Alors il rappelle que tout de même une certaine partie de la population n'est pas forcément favorable à un départ d'Al-Assad. Il parle de la communauté chrétienne par exemple qui s'inquiète de l'après-Assad et selon lui de la possible instauration d'un gouvernement sunnite ultra-conservateur où il n'aurait peut-être plus la même marge de manœuvre, par exemple au niveau de l'expression de leur culte que sous Al-Assad. Alors il explique, on vient de voir son blog, qu'il a passé 11 mois dans une région de Syrie autour de Jadiyeh Artouz. Il raconte, par exemple, qu'il a tenté de publier un article qui expliquait que dans certaines parties de la ville, on voyait que les manifestations anti-régime étaient autorisées, alors que dans d'autres, elles ne l'étaient pas. Une étrangeté qu'il a voulu mettre en mots dans un article, mais il n'a pas réussi à se faire publier. Alors selon lui, cet article ne correspondait pas à la narration, au schéma que les médias attendent, selon lequel toutes les manifestations sont réprimées de façon violente. Et puis Karim, l'autre difficulté en particulier d'ailleurs quand on fait de la télévision, eh bien, ce sont les images qui sont mises sur les sites de partage. Alors les sites de partage comme YouTube ou Dailymotion, déterminer leur provenance, les dater peut s'avérer très compliqué. Pourtant elles sont devenues une source, on voit quelques images là, une source privilégiée dans le traitement journalistique de ce conflit. Pourtant il manque la contextualisation que seul un reporter sur le terrain pourrait donner. Ces images qu'on vient de voir par exemple ont été publiées par Associated Press le 25 avril dernier avec énormément de précautions et de conditionnels parce que c'était des images amateurs qu'ils avaient récupérées. Pourtant, les erreurs ne sont pas rares. Le 12 juillet, par exemple, on faisait état d'un terrible massacre dans les environs de Hama. Reuters va diffuser des images en expliquant qu'il s'agit de ce massacre avant de les retirer, en expliquant que finalement ces images dataient du mois de février. Énormément de précautions lorsqu'on parle de la Syrie. Je vais juste vous montrer cette page. C'est une page de Rue 89, un article qui s'intitule « Pourquoi Bachar al-Assad se battra jusqu'au bout » et qui est très intéressant pour tenter de décrypter toutes les dimensions de ce conflit. Un article de Pierre Asquier. On aborde un tout autre sujet à présent, dans Un œil sur les médias, une information plus légère. À Paris, le G20, des cuisiniers, même plus que ça, des chefs. Des chefs, exactement. On en parle notamment sur le site du Huffington Post. On va découvrir d'ailleurs quelques images. Il n'était pas 20 en réalité, mais 25 cuisiniers de chefs d'État, de premiers ministres, de têtes couronnées. Un club qui se vante d'être le plus exclusif au monde. Ça fait 35 ans qu'il existe, ce club. Il avait choisi d'honorer les 50 ans de l'amitié franco-allemande en se réunissant à la fois à Berlin et puis à Paris. Et parmi ces chefs talentueux, le chef de l'Élysée. On découvre son visage, il s'appelle Bernard Vaution, c'est le chef de l'Élysée depuis 40 ans. Alors évidemment, on a cherché à savoir, notamment... il en a connu des présidents, quels sont les goûts des uns et des autres, évidemment. Exactement. RTL a cherché à savoir, parce que, évidemment, il y a un président qui est arrivé depuis pas très longtemps, et on aimerait bien savoir ce qu'il aime avoir dans son assiette. Pourtant, il a voulu rester très discret, le chef de l'Élysée. Il évoque, en fait, le quinquennat de son prédécesseur, lointain prédécesseur, maintenant Jacques Chirac. La tête de veau avait été une blague parce qu'en fait il avait laissé entendre, Jacques Chirac, qu'il aimait beaucoup ça, et à chaque déplacement, eh bien, lorsqu'il allait en province, le chef du coin lui préparait de la tête de veau. Il en a peut-être eu un petit peu assez à la fin. Alors c'est pour éviter ce genre de mésaventure qu'il ne donne très peu d'infos, ce chef. On sait toutefois qu'il y a quelque chose qui revient après 5 ans d'absence sur les tables de l'Élysée, c'est le fromage que Nicolas Sarkozy n'aimait pas beaucoup. Par contre, si vous invitez à dîner François Hollande, ne lui faites surtout pas des artichauts.
comptez pas inviter Monsieur Hollande à dîner. On termine très rapidement avec une invention insolite. Alors on va découvrir ces images, c'est une invention rendue publique en 2011, mais l'AFP a choisi de ressortir ça des cartons, ça s'appelle le Kissenger. Kiss pour baiser et Messenger pour message. C'est un petit appareil avec des lèvres surdimensionnées, vous l'embrassez et votre amoureux à l'autre bout de la planète ressent des vibrations puisqu'il a le même appareil entre les mains. Alors c'est un peu inquiétant, quand même, ça n'a pas eu beaucoup de succès. Et tant mieux. Heureusement, merci beaucoup Karim. Bonne soirée, on se retrouve avec plaisir demain.